Tout comme elles l'ont été en 2022 avec la guerre en Ukraine, il y a fort à parier que les questions internationales seront au cœur de la campagne présidentielle de 2027. À la différence notable que cette fois-ci, il ne sera pas uniquement question de la guerre en Ukraine, mais également de celle au Proche-Orient, du génocide à Gaza, de Taïwan, du Trumpisme, bref, de plein de trucs. Et un certain nombre de candidats plus ou moins bien placés pour la présidentielle tiennent sur les discours internationaux des discours assez particuliers. Dans cette analyse politique, j'essaye de vulgariser ce qu'on appelle le campisme et mon gros problème avec ces visions du monde. Alors, commençons par définir ce qu'est le campisme. C'est pas une idéologie ou une stratégie politique, on parle ici vraiment d'une vision du monde. Et je tiens à préciser, même si c'est un peu évident, que le mot campisme est péjoratif et n'est pas et n'a jamais été revendiqué par les personnes qualifiées de campistes. Et je tiens à préciser aussi que personne n'est 100% campiste et qu'il y a un certain nombre de personnalités politiques qui se contentent de tenir un discours campiste sur les sujets internationaux tout ou partie. Le terme est apparu pendant la guerre froide et ça désigne le fait de considérer que l'humanité est répartie en deux camps, d'idéaliser l'un des deux camps et de diaboliser l'autre. Alors je dis idéaliser, mais ça va pas forcément jusque-là, simplement que les reproches qu'on va faire au camp qu'on n'aime pas, on les fera rarement au camp qu'on soutient, et ce, même si on pourrait les faire aussi. Donc, quelles sont les lectures qui sont faites? Bon bah c'est pas difficile pour la guerre froide, c'était le camp capitaliste contre le camp socialiste. Le camp socialiste était dominé par l'Union des républiques socialistes soviétiques, tandis que le camp capitaliste était dominé par les États-Unis. Quand l'URSS s'est effondré, le camp socialiste s'est désintégré et aujourd'hui, il y a plus grand monde qui s'en réclame. On aurait pu penser que le campisme disparaîtrait, mais il s'est en fait recomposé autour de l'opposition à l'impérialisme américain. Vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis sont une puissance impérialiste, et je vais peut-être commencer par définir ce qu'est l'impérialisme parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. L'impérialisme est une stratégie qui consiste, pour une entité donnée, à vouloir se constituer un empire, soit un grand espace, politique ou économique, dominé par une autorité. Cette domination peut être économique, on n'annexe pas les autres mais on les rend dépendants économiquement, ou politique, on annexe les autres ou en tout cas on les vassalise. Et les moyens de l'impérialisme sont multiples, ça peut être des moyens diplomatiques, des moyens économiques ou encore des moyens militaires. Par exemple, on peut prendre le contrôle d'un pays par la force en le faisant envahir par son armée. Ou on peut assurer sa protection à un pays contre un autre impérialisme, mais au prix de sa vassalisation et de l'alignement de ce pays sur nos intérêts. Ou on peut faire un prêt bancaire pour aider un pays à se développer, et une fois qu'il se révèle incapable de rembourser le prêt, on prend le contrôle des infrastructures critiques. Et des entités impérialistes, dans le monde d'aujourd'hui, il y en a pas mal. Les États-Unis sont la plus évidente, on peut aussi citer la Fédération de Russie ou la République populaire de Chine, et un impérialisme qu'on a beau jeu d'oublier, c'est l'impérialisme français. La France est une entité impérialiste très puissante, aujourd'hui encore. On peut parler du fait que c'est de la Banque de France que dépendent tout un tas de monnaies utilisées sur le continent africain, le fameux franc CFA, ou encore de la Nouvelle-Calédonie, ou plutôt Kanaki, que l'État fait tout pour ne pas lâcher malgré le fort sentiment indépendantiste de la population kanak. Tout ça pour dire que la critique de l'impérialisme ne peut pas se faire de façon honnête sans penser à remettre en question la politique impérialiste de l'État dans lequel on vit. Parce que oui, c'est aussi ça le campisme, dénoncer l'impérialisme de Trump, l'impérialisme de Poutine ou encore l'impérialisme de Xi, mais ne jamais le faire pour l'impérialisme de Macron. Coucou Raphaël. Oui, parce que justement, le cas de Raphaël Glucksmann en matière de campisme, qu'on oublie souvent de qualifier comme tel, il est assez parlant. Raphaël Glucksmann, député européen Place Publique depuis 2019, a été l'un des artisans de la visibilisation du génocide des Ouïghours par la Chine commis à partir des années 2010. On parle d'internement de centaines de milliers de personnes dans des camps de concentration, d'actes de torture, de stérilisation et d'avortement forcés, de travail forcé, mais aussi de persécutions religieuses, la minorité ouïghour étant majoritairement musulmane. Alors je précise que la qualification de génocide a été débattue, certains parlent simplement de répression, de persécution, mais aussi de génocide culturel ou de génocide démographique. Notamment parce que la Chine n'a pas fait de l'assassinat de masse comme les nazis pendant la Shoah, mais se contente de détruire la culture et l'identité ouïghour et d'impacter leur démographie pour les faire disparaître petit à petit. Et l'ONU dénonce bien des crimes contre l'humanité commis contre les Ouïghours, même si elle ne va pas jusqu'à parler de génocide. Donc Glucksmann a dénoncé
dénoncer ça avec constance et en épinglant les entreprises qui avaient recours à des travailleurs forcés ouïghours dans leurs usines. Et c'était d'autant plus facile pour lui que son prisme c'est l'Europe, et que la Chine est un adversaire de l'Europe, tant sur les plans diplomatiques qu'économiques. Petit fast-forward, fin 2023. Après les attentats du 7 octobre commis par le Hamas, l'armée israélienne lance une offensive militaire sur la bande de Gaza qui se transforme rapidement en un massacre de la population civile, rapidement qualifié de génocide par tout un tas d'organisations nationales, internationales et étatiques. Destruction systématique des infrastructures civiles, actes de torture, violences sexuelles, colonisation et bien sûr meurtre, entre 70 et 190 000 victimes selon les estimations. Et je précise que l'estimation basse, c'est le chiffre du Hamas et de l'armée israélienne. Problème pour Raphaël Glucksmann, contrairement à la Chine qui est considérée comme un adversaire de l'Europe, Israël est un allié de l'Europe, un allié privilégié même. Et là, panne de réseau. Raphaël Glucksmann a dénoncé le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou et a qualifié ce qui se passait à Gaza de massacre, mais malgré les preuves, malgré les corrélations aussi qu'on peut faire avec le génocide des Ouïghours en Chine, il a toujours refusé et refuse encore aujourd'hui de qualifier ce qui se passe à Gaza de génocide. Et ça, typiquement, c'est du campisme. Et il faut bien aborder l'éléphant dans la pièce, éléphant qui n'est pourtant plus au Parti Socialiste depuis des années. Éléphant, PS, comme les... bref. Bonsoir, monsieur Mélenchon. Bonsoir. Et je dis bien Jean-Luc Mélenchon et pas la France Insoumise, parce que certes, certains membres de la France Insoumise ont pu tenir le même discours que Mélenchon, comme par exemple le député Aurélien Bouffatoulet-Râtelier-Taché, toutefois, il n'y a pas de trace de campisme dans le programme L'Avenir en commun de la France Insoumise, pas plus que dans le programme de Place Publique d'ailleurs. Mais comme Mélenchon, tout comme Glucksmann, vise la fonction de président de la République, on est un peu obligé de regarder ce qu'ils disent, même en dehors des programmes qu'ils défendent, pour savoir ce qu'ils feront une fois au pouvoir. Et Jean-Luc Mélenchon, qui dénonce avec force le génocide à Gaza depuis qu'il a commencé, n'a jamais reconnu le génocide des Ouïghours, parlant simplement de répression des organisations islamistes en 2022. Et c'est marrant, parce qu'être mis face à un génocide commis par un État autoritaire et impérialiste sur une population colonisée de confession musulmane et qualifier ça de simple répression des organisations islamistes, voilà. Et je préchote tous ceux qui vont m'accuser de reprendre la propagande de CNews et BFM, je me suis basé sur un billet d'Anas Kazib de Révolution Permanente, qui, comme chacun sait, est chroniqueur au JDD. Et la mécanique, c'est la même que pour Glucksmann, mais simplement dans l'autre sens. Mélenchon est un opposant fervent à l'impérialisme états-unien, et il est fortement critique de l'impérialisme français. Or, l'impérialisme chinois s'oppose aux impérialismes états-uniens et français. Pour la circonstance, c'est un allié. Et devinez de quel impérialisme Mélenchon veut se rapprocher en cas d'arrivée au pouvoir. Mais bien sûr, ça c'est pas grand chose par rapport au campisme de la droite et de l'extrême droite, que ce soit la droite gouvernementale, qui a des positions assez proches de celles de Raphaël Glucksmann, quelle surprise, ou pire, le campisme de l'extrême droite. L'extrême droite, d'une manière générale, c'est une logique campiste ultra débridée, simplement que leur camp à eux, c'est l'international réactionnaire. Ils défendent l'impérialisme russe, l'impérialisme états-unien, mais uniquement si c'est un républicain qui est au pouvoir, et défendent évidemment l'impérialisme français. Ils sont d'une manière générale quasiment toujours du côté des États autoritaires, que ce soit les États-Unis de Trump, la Russie de Poutine, l'Israël de Netanyahou, ou encore anciennement la Syrie de Bachar el-Assad. Et ils n'ont évidemment jamais reconnu ni le génocide des Ouïghours, ni le génocide des Palestiniens, comme ça y a pas de jaloux. Alors évidemment, j'ai utilisé ces deux événements-là parce qu'ils sont assez représentatifs de ce qu'est le campisme et des dégâts qu'il fait. Mais on pourrait citer les positions des uns et des autres sur tout un tas de sujets, l'indépendance de Taïwan, la souveraineté du Venezuela, la guerre en Iran, rien que récemment, il y a plein d'exemples. Mon avis perso sur les stratégies campistes, c'est que l'alignement sur un impérialisme ou sur un autre n'est ni nécessaire ni une fatalité. Le non-alignement, ce n'est évidemment pas la neutralité, mais ce n'est pas non plus le fait de préférer un impérialisme plutôt qu'un autre, même si on en juge un plus dangereux qu'un autre. D'autant qu'on peut promouvoir une alternative, une internationale altermondialiste regroupant tous les États qui refusent l'impérialisme à tout moment et sous toutes ses formes. À la prochaine!